7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi Presse. Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatan et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée. Informations exclusives et coulisses de l'actualité tout azimut. Nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatan. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé, Taxi Presse. La grande messe de vendredi, c'est avec Fabrice Pechesi, le patron du journal Le Libéral, Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, et Ferdinand Haïté, le patron du bi-hebdomadaire L'Alternative. Ensemble, nous reviendrons sur une semaine d'actualité au Togo. L'actualité est aussi politique avec une probable reprise des discussions. La coalition de 14 partis politiques devrait rencontrer le facilitateur ghanéen cette semaine. C'est ce qui est annoncé. En tout cas, le Libéral écrivait mercredi dernier que les chances d'une reprise du dialogue s'amenuisent. Et pendant ce temps, la coalition annonce des meetings ce week-end. On pourra en parler. On parlera aussi des sujets de société. Il y en a pas mal quand même cette semaine. Taxi FM. Le monde en une radio. Retour en studio avec les confrères, mais d'abord une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Liberté. Le quotidien Liberté qui parle des crises politiques. Faure Gnassingbé sauve la Guinée-Bissau, mais conduit le Togo en enfer. C'est l'analyse que fait le journal Liberté. Togo, Ghana, lutte contre la corruption. Nana Akufo-Addo, intraitable. Faure Gnassingbé contemple toujours sa minorité pieuse. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, la coalition organise des meetings dimanche dans le Grand Lomé. Vous lirez l'article dans le journal. L'éveil de la nation, coopération Togo-Gabon, Faure Gnassingbé chez Ali Bongo Ondimba, le journal en parle, et évoque aussi la facilitation pour une sortie de crise au Togo, la patience de Nana Akufo-Addo à l'épreuve de l'extrémisme de la coalition des 14. L'alternative, zone portuaire sinistrée, calvaire des usagers, le journal en parle avec des images à l'appui, remobilisation du peuple togolais, des meetings de la C14 ce week-end, et puis assurance d'élèves au School Assure, pure arnaque, écrit donc le confrère ce matin. L'Union pour la patrie, développement et accès aux énergies renouvelables. Bloomberg prépare le Togo aux capitaux internationaux avec le Climatoscope 2018. Et puis, profitant de la commémoration de la journée africaine de la détention provisoire, la CNDH multiplie les actions pour la réduction de la population carcérale. Vous lirez l'article dans l'Union pour la patrie. Le Canard indépendant parle de l'exhortation du groupe des 5 pour les élections. La C14 face à un choix cornélien, s'exclame notre confrère. La coalition en meeting ce week-end à Agoué, à Venou et Baguida. Alerte, risque d'intoxication alimentaire. Tout poisson en provenance du Bénin sans autorisation est interdit. Vous lirez l'article dans le journal Le Canard indépendant. Il y a tant nouveau aussi dans les kiosques ce matin. La CEDEAO et l'alternance au Togo, fantasme autour de la présidence de Boari, à lire dans le journal. Et pour une sortie de crise, le spectre du compteur à zéro ressurgit, écrit tant nouveau. Togo réveil, résolution de la crise togolaise par la voie des urnes. Le groupe des centristes donne raison au groupe des 5. Et puis, 202 délinquants arrêtés à l'issue de l'opération Koudalgou. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, un autre sujet dans le showbiz, vie d'artiste et politique. L'interview de son Excellence Léo Lambert à Mouzou. La baguette magique ne se trouve pas entre les mains des politiques, mais dans nos propres mains. Vous lirez l'interview dans le journal Togo Réveil. Il y a Eco Challenge, le bimensuel, qui revient sur le lancement de l'Institut de formation agricole de Barkwasi.
Et puis sur le CONAP avec la passation des charges entre le président Tchaniaou Arimiarou et son prédécesseur Jean-Paul Agbo Ahouelete. Le bimensuel Libération qui parle également de l'amélioration de la productivité agro-pastorale et création d'emplois dans le pays. Fornia Singbe qui lance donc les travaux de constitution de l'Institut de formation agro-développement. Vous lirez l'article dans le journal. Réunion de haut niveau sur le MUTA. Colonel Nyama Lataki déclare: le Togo est prêt. Ensemble, nous prendrions des décisions fermes pour avancer. La rencontre a lieu ce matin donc à Lomé. Vous lirez les détails dans le journal Libération. Et puis CET, le DG Paul Kakachi, toujours à l'écoute de son personnel, écrit notre confrère. Et la voix du peuple avec le CONAP, la nuit a été très longue, mais le jour s'est levé. Et là, Tchaniaou Arimiarou, le nouveau patron de presse, veut travailler avec tout le monde, écrit notre confrère. Le journal qui parle également de l'Université de Lomé et ses partenaires qui lancent l'Institut des métiers de la mer pour répondre donc aux besoins de l'économie bleue. Vous lirez l'article dans le journal. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le mérite sportif avec l'interview exclusive de Francis Ducreux. Sans discipline, le cyclisme togolais ne peut progresser, a-t-il déclaré. Et puis tournoi de Toulon, les éperviers fin prêt. La compétition démarre d'ailleurs demain, samedi. Et un autre sujet lié donc au 11e acte du tournoi des retrouvailles Sergio Sport. Retour sur les moments forts. C'est dans le journal Le Mérite Sportif. Alors, dans les kiosques ce vendredi, outre le Mérite Sportif, vous avez Temps Nouveau, il y a Eco Challenge, La Voix du Peuple, Libération, aussi dans les kiosques ce matin. Vous avez Togo Réveil, le Canard Indépendant, il y a l'Union pour la Patrie, l'Alternative, l'Éveil de la Nation. Vous avez le quotidien Liberté. Tiens, mais il y a aussi le quotidien Togo Matin. Taxi FM, la seule radio d'information continue. C'est bien cela, retour en studio avec les confrères. Ferdinand, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Vous allez bien? Oui, ça va. Parfait. Bonjour Fabrice Petchesi. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. Abi, bonjour, bienvenue. Bienvenue, bonjour à toi, bonjour à ta rédaction. Permettez en une seconde que je rende un hommage à notre imam. Bien sûr. L'imam de ton quartier, de mon quartier. À chaque fois que je quitte autour de ce plateau, c'est là que je fais les prières. Bien sûr. Il est une des rares mosquées qui prie tardivement. Ça me permet, quand je quitte ici, de rattraper paisiblement la mosquée. Il n'est plus, qui repose en paix. Nous l'avons déposé dans sa dernière demeure la dernière fois. Vous avez dû voir sur les réseaux sociaux le monde. Les images. C'était un imam qui a su créer et entretenir le débat autour de sa personne. Et vraiment, les gens l'ont vraiment rendu à la hauteur des actes qu'il a posés. Dieu le connaît mieux que nous. Nous prions qu'il accompagne avec ces actes. Je disais la dernière fois au cimetière là-bas que si c'était les êtres humains qui attribuaient le paradis, le monsieur a déjà eu son paradis en partant. Ah bon? Mais comme c'est Dieu qui donne le paradis, nous prions qu'il lui pardonne ses insuffisances et qu'il lui accorde cette place-là. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Abi Alpha. Ferdinand, je voudrais commencer par vous ce matin parce que cette semaine, vous avez sorti un dossier, on va en parler tout à l'heure, qui concerne un certain Patrice Yao Kanekatoua, mais juste après, il y a eu pas mal d'informations, il y a un article, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme cela, mais qui a circulé sur les réseaux sociaux parlant de vous. Il y a beaucoup de choses qui ont été donc racontées. Qu'est-ce que c'est cette affaire d'Ecobank où vous serez allé pour percevoir quelques billets de dollars? Merci beaucoup, mais vous savez que généralement, il se crie beaucoup de choses sur ma personne. Je n'ai pas l'habitude de répondre parce que parfois je me demande si c'est moi-même. C'est-à-dire que quand je lis certaines choses où les gens m'envoient, je me demande si c'est ma personne, si c'est moi-même. Cette histoire, je vais la raconter en quelques minutes pour éclairer l'opinion sur ce qui s'est passé. Je crois la semaine du 27 avril, ça doit être le mardi,
qui a précédé le 27 avril. Oui. On a paru, et puis j'étais à la maison en train de travailler, et mon téléphone sonne. Et j'ai une application sur mon téléphone qui me permet, bon, je crois que beaucoup de gens connaissent cette application, bien sûr. qui identifie automatiquement celui qui appelle, même si la personne n'est pas, n'est pas dans votre répertoire. Et donc, ça a affiché EcoBank, et 2 appels, le 3e, et puis j'ai décroché. Et puis voilà une dame qui se présente, et elle dit, je m'appelle Tantan, j'appelle de ETI. Est-ce que nous sommes au journal L'Alternative? J'ai dit, tout à fait. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on peut faire Et elle dit, on vous cherchait depuis. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Elle dit, au fait, l'année dernière, il y a eu l'Assemblée générale des ETI, et il y a des journaux qui ont couvert cette Assemblée générale, et ils ont prévu un forfait pour chaque organe qui est venu couvrir l'événement. Et donc, on est sur la liste avec d'autres confrères. Donc, c'est la raison pour laquelle elle m'appelait, et j'ai dit, ah ok, il n'y a pas de souci. Et elle dit, est-ce que je peux l'aider à avoir les contacts d'autres directeurs de publication, parce qu'elle tente de les joindre sans succès. Je dis qui est qui par exemple, et puis elle a dit le journal L'Union. J'avais ce matin là, le journal L'Union sur ma table parce qu'il y avait un abonnement croisé, donc j'ai ouvert le journal L'Union, je lui ai donné le numéro. Elle dit Indépendant Express, je lui ai donné le numéro en lui précisant que Carlos n'était pas au pays. Et puis elle a dit Nouvelle Opinion, Tchaniao, j'ai donné le numéro. Et puis elle a donné 2 sites internet que je ne connais pas. Et j'ai dit bon, eux, je n'ai pas leur numéro. Elle dit bon, elle va chercher. Et puis elle m'a remercié. Et je lui demande mais c'est quoi votre forfait? Elle dit $50. Et 25 000 25 000. Elle dit $50. 25 000 CFA. Ouais. Et donc, elle dit il faut passer avant vendredi parce que après vendredi, les sous ne seront plus disponibles. J'ai dit bon, je verrai ce que je vais faire, si je passe ou j'envoie quelqu'un. C'était je crois le mardi. Donc le mercredi, moi je me suis rendu en ville pour acheter un bouquin, librairie Star et librairie Bon Pasteur. Bon Pasteur. Voilà. Donc j'ai pas trouvé le livre Bon Pasteur, je suis allé à Star. Et puis je devais rentrer, mais j'ai dit tiens, EcoBank n'est pas loin. Donc je vais continuer mon chemin pour aller chercher les fameux $50. Donc j'arrive à EcoBank. Quand je rentrais, j'ai été rejoint par un autre confrère de l'Indépendant Express, un jeune qui s'appelle Richard Aziagé, je crois. Il est à Pyramide FM. Donc on se rend à la réception, on salue la dame, une dame. On dit bon, on cherche telle personne. Elle dit oh, c'est elle qui nous a appelés. Et elle nous sort une liste d'organes où certains sont déjà venus émarger. Et elle dit voilà. Donc, elle nous dit qu'elle a un souci. Le souci, c'est que, comme d'autres personnes sont passées émarger avant nous, elle n'a pas des coupures de $50. Elle n'a que des coupures de $100. Alors, il faut qu'on s'arrange pour que, bon, on prenne pour 2 personnes, $100 et chacun. Alors, l'ami de Indépendant Express, je crois qu'il a donné un nom, je pense que c'est République of Togo ou quoi, et il a pris pour cette personne. Et puis, moi, j'ai vu sur la liste, il y avait une Nouvelle Opinion, et j'ai demandé à la dame d'appeler Tchaniao. Donc, la dame appelle Tchaniao, elle discute avec Tchaniao. Tchaniao lui dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez remettre ça à Ferdinand. Donc, Tchaniao demande à ce qu'on me passe au téléphone. Et donc, la dame me passe à Tchaniao. Et Tchaniao dit, Ferdi, il a parlé en vernaculaire. Et Ferdi, un problème, il est occupé. Et donc, il a raccroché. Et donc, on m'a remis les $100. J'ai marché. Et je suis parti. J'arrive à la maison. Le soir, je remets les $100 à mon coursier. Je dis, prends cette enveloppe, va faire la monnaie dès que tu auras le temps. C'est un forfait de EcoBank pour 2 journaux, l'Alternative et Nouvelle Opinion. Et dès que tu seras disponible, tu me diras et puis on va appeler Tchaniao et lui remettre sa part. Bon, moi je suis passé à autre chose. Le jeudi, autour de 15h ou 16h, mon téléphone sonne de nouveau et puis c'est EcoBank. Et là, c'est une autre dame qui appelle et qui dit c'est l'Alternative. Je dis oui. Il dit au fait, vous êtes passé prendre de l'argent destiné au reportage des organes, tout ça, avec, pour vous et pour le compte de Nouvelle Opinion. J'ai dit oui. Elle dit en fait, c'est notre collègue qui vous a appelé, a commis une erreur. C'est une ancienne liste qu'elle a actualisée.
lors de la dernière Assemblée générale, la liste des journaux qui sont venus couvrir l'événement, il n'y a pas certains journaux. Je me rends compte qu'il n'y avait pas certains journaux. Donc, est-ce que c'est possible de nous retourner les fonds? J'ai dit, mais il n'y a pas de souci, madame, on va vous renvoyer l'argent. Donc, ça s'est arrêté là. Nous étions le jeudi autour de 15h, 16h. Donc, le vendredi, il y a eu un long week-end jusqu'à lundi, je crois. Oui, jusqu'à lundi. Mardi, le 1er mai. Voilà. Et donc, le samedi, j'appelle le coursier, je lui dis, mais est-ce que tu allais faire la monnaie? Il dit oui. Ça fait combien? Il dit 51 000. Je dis, la banque dit que c'est une erreur de sa part, qu'il faut leur retourner l'argent. Donc, racheter les dollars. Il faut que tu rachètes les dollars et que tu les remets dans l'enveloppe et tu retournes à la banque dans la semaine. Dès qu'on va ouvrir la semaine, tu vas leur remettre. Mais tu prends soin de prendre une décharge pour moi. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et donc, le dimanche, le coursier, lui, il perd un membre de sa famille, il se rend à l'intérieur, il fait des courses, je précise son beau-père, il fait des courses, il va, il vient. Et puis, l'affaire est restée comme ça. Moi, je suis passé à mes enquêtes, mes dossiers, tout ça. Et un jour, je lui demande, mais est-ce que tu as refait la monnaie? Il dit oui. Combien tu as payé? Il dit 55 000. Donc, de 51 000, quand on a eu les $100, pour racheter les dollars, le coursier a ajouté 4 000 pour pouvoir avoir les $100. Et j'envoie, comme il n'est pas disponible, j'envoie Shalom, un jeune journaliste que tout le monde connaît. Il se rend à EcoBank, il remet les $100 au nom de l'alternative et de Nouvelle Opinion, et il ramène une décharge. Voilà l'histoire. C'est tout ça? C'est tout. Et donc, on sort un dossier mardi, et puis quelqu'un détourne la une, et puis on dit sur les réseaux sociaux que Ferdinand a volé de l'argent dans une banque. J'ai dit, mais attendez. Même Tchanyao, dès qu'il a vu ça, il m'a appelé. Il dit, mais c'est l'histoire là. Je dis oui. Et je n'en revenais pas. Et ça fonctionne comment en réalité à l'alternative? D'abord, je voudrais dire avec une petite touche d'humour, s'il m'était donné un matin de changer de métier et d'aller par exemple braquer de l'argent dans une banque, je prendrais 25 000 francs CFA. Mais c'est quand même incroyable. Et donc, moi d'abord, à l'alternative, je n'ai pas souvent l'envie de parler de nous, mais moi je ne vais jamais au reportage. Personne ne m'a jamais vu dans un reportage. Même il y a des grandes invitations dans les ambassades, dans les dîners. J'y vais jamais. J'y vais jamais parce que je sais que je suis très surveillé. On suit mes déplacements, on suit tout, on suit mes téléphones, tout ça. Donc je mène une vie très rigoureuse. Il y a des endroits où je ne vais pas, il y a des choses que je ne fais pas, il y a des compagnies que je ne fais pas. Et donc, c'est mes collaborateurs qui s'occupent de ça. À l'alternative, nous sommes au moins une dizaine de personnes à travailler sur ce journal. C'est l'un des journaux qui a le plus de personnel dans la presse écrite au Togo. Et nous dépensons au moins pas mal de 300 000 francs par semaine pour sortir ce journal. 2 fois dans la semaine. 300 000 francs. Chaque semaine? Chaque semaine. Parfois plus de 300 000 francs. Chaque semaine. Vous imaginez ce que ça fait par mois et ce que ça fait sans les charges intermédiaires. Bien sûr. Et donc, parfois, il se dit des choses, je me dis, mais bon, c'est vrai que quand on a envie de dénigrer, de salir, on trouve la petite bête. Dès qu'il y a un petit souci, on dit... Voilà, j'étais... quelques semaines avant, on avait pris aussi la une d'un de mes journaux. Et puis on a refait la une, on a mis la photo de M. François Bokor, on a mis ma photo, on dit bon voilà, Ferdinand, il est allé voir, au Niger voir M. Bokor pour ramener des stratégies pour la lutte. Et puis ils ont écrit dans un forum que bon, j'ai fait quoi que mais je suis allé au Niger, je n'ai même pas d'argent, j'ai pris la route. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, ces genres de choses se passent régulièrement, mais personnellement, je n'ai pas l'habitude de les commenter parce que je sais d'où ça vient. Je connais même les auteurs. Je vais vous redonner la parole, excusez-moi, Ferdinand. Fabrice, c'est vrai que depuis un certain temps, avec cette histoire de WhatsApp et de ce phénomène mimètre qui circule un peu partout, on a le sentiment que la presse aujourd'hui est ciblée par ceux qui nous écoutent, ceux qui nous lisent. Oui, bien évidemment, et c'est pour cela, dès le début, il fallait extrêmement faire attention et condamner pratiquement tous ceux qui s'adonnent
à cette pratique qui consiste... D'où qu'elle vienne. Parce que parfois, quand ce n'est pas vous, vous rigolez. Vous avez l'impression que ça, comme si ça n'arrivait qu'aux autres. Mais ça finit par vous rattraper parce qu'aujourd'hui c'est un truc où on a du mal à contrôler. N'importe qui, quel kidam se lève le matin, et bon, il débite ce qu'il veut sur des gens qu'il poste en partage et tout cela et autres. Et c'est un peu dommage, mais je crois que Dieu merci, on est en train d'aller vers une législation qui va vraiment... Mais je crois qu'un jour il va falloir... que quelqu'un serve d'exemple véritablement pour que les gens se rendent compte de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, nous, surtout nous les journalistes qui intervenons à l'antenne, on raconte beaucoup de choses sur nous et très souvent. Bon, on peut dire on est un peu habitué, mais tu n'es pas seul. Tu as de la famille, tu as des enfants, aujourd'hui, des amis qui ont accès et ils ne comprendront jamais ce qui se passe. Ils ne comprendront pas pourquoi on dit cela. Et bon, les gens le lisent. Certains, ceux qui te connaissent, seuls ceux qui te connaissent savent que tu ne peux pas être capable d'une telle chose. Mais je crois que c'est la diffamation aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et c'est pour cela, aujourd'hui, moi, personnellement, dans les groupes, j'ai ralenti mes réactions. Je filtre. Je veux bien être dans tous les groupes pour voir ce qui se passe, mais réagir dans les groupes, je filtre vraiment parce que on se rend compte que finalement les gens pensent que quand vous vous retrouvez dans un groupe, vous êtes les mêmes. N'importe qui dit n'importe quoi sur n'importe qui. Je crois que ça devient de plus en plus sérieux. Mais vivement qu'un jour quelqu'un est en justice, que ça aille loin, que quelqu'un serve d'exemple. Je crois que c'est déjà arrivé dans d'autres pays. Oui. Et il faut le condamner. Et puis bon, le partage également. Je crois qu'à un moment donné, il y a des gens qui se plaignent. Non, c'est pas moi, je n'ai fait que partie. C'est la complicité. C'est un peu comme dans nos journaux. Quand tu relais une fausse information, c'est que tu es condamnable au même titre et autres. Donc, et quand on te balance une info comme ça, prends le courage de moraliser d'abord celui qui te l'a fait, parce que moi j'ai perdu plein de contacts à cause de ça, parce que quand tu m'envoies de la connerie, je te dis que c'est pas ça. Dorénavant, quand tu en as, garde ça pour toi, quoi. Bon, on va te trouver de gonfler, mais je préfère. Oui. Je préfère parce que c'est trop facile de salir des gens comme ça. Et c'est pour cela, il ne faut jamais rigoler quand c'est l'autre. Il faut condamner parce que tu sais qu'un jour, quelqu'un peut se lever comme ça. Un matin, j'arrive à la maison, ma femme me regarde de façon bizarre. On dit c'est nous qui faisons les renseignements parce qu'on a cité nos noms sur une liste qui a circulé. Ah, oui. et tout cela. Bon, toi seul sais que tu es dans un monde où on peut raconter de n'importe quoi sur toi, mais les autres, faire des voix, enregistrer des sons, balancer, insulter les gens. C'est pour cela il faut être ferme, même si ça arrive à ton pire ennemi, il faut être ferme pour condamner cela, parce que c'est trop facile. Il suffit, bon, les mecs, ça ne coûte rien. Le bonhomme, il reste quelque part, il enregistre un truc, il balance, et puis bon, tu vas rigoler parce que c'est l'autre, ça t'arrivera un jour. Et ça partira loin de ce monde. Et tout le monde ne t'appellera pas pour vérifier cela. Il y en a qui peuvent accepter. Et aujourd'hui, Dieu sait, mais aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou les Facebook, quand on fait une enquête de moralité sur quelqu'un, parfois on passe également par ces canaux-là. Oui, bien sûr. Et si on tombe sur des conneries qui ne se rapprochent pas de la réalité, on va descendre des honnêtes citoyens comme cela, tout simplement parce que bon, on a un outil et on sait quoi en faire. Très bien. Abi Alpha, je vous donnerai la parole tout à l'heure. Nous allons observer une pause obligatoire de 11h30. On se retrouve juste après. 93.1 Taxi FM. Vous écoutez Taxi FM. Il est 11h30. Tout de suite, la pub. Désormais, épargner devient plus simple avec Coris Banque International. Profitez des conditions exceptionnelles et souples. Optimisez votre épargne avec nos comptes épargne leader, Dada, Cadeau et bénéficiez des taux de rémunération attrayants et des possibilités de financement pour réaliser vos projets. D'autres avantages dont le SMS Banking, l'e-banking, les cartes bancaires et prépayés Coris Cash sont également disponibles dans toutes les agences de notre réseau. Rejoignez-nous à Coris Banque International et faisons la banque autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Presse.
Retour en studio, Abi Alpha, à vous maintenant la parole sur le sujet-là. Ouais, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un adage qui dit que le menteur n'a jamais su qu'il y a le sage à côté. Quand quelqu'un se met à débiter des mensonges, il ignore très souvent qu'il y a le sage à côté. Parce que quand on aligne les événements, celui qui est éclairé à côté, il tire sa conclusion, il voit sa vérité. Tu vois, moi, je rigolais en disant que... l'autre adage dit que quand tu veux manger ton tabou, il faut choisir celui qui est charneux. Je dis que non, au nom de ça, je ne mange pas du crapaud. C'est ça mon tabou. Mais le jour où je décide de le manger, je cherche vraiment un crapaud qui vaut la peine. Quand on dit, vraiment, il a vraiment mangé, on dit, vraiment, le crapaud là, ça valait la peine. L'enjeu en valait la chandelle. Donc, c'est juste pour rigoler. Si à un moment donné, comme il a dit lui-même, Ferdinand veut changer du métier, qu'il a eu à déverrouiller une banque comme EcoBank, que c'est 25 000 qui nous ramène, nous on va faire un conseil d'amis pour le fesser. Parce que, ouais, évidemment, tu sais, dans nos milieux ruraux, quand tu grossis la fille de quelqu'un et qu'on fait un conseil de famille, on voit que ce n'est pas une fille qui répond vraiment, on te fesse. C'est-à-dire, on va demander pardon à la belle famille, calmer le jeu, mais on revient en famille, on dit, toi là, quand tu as voulu manger tabou, c'est celle-là que tu as vue. Donc, c'est un peu comme ça dans nos environnements. C'est tout ce qui se passe. Ce que les gens pensent, oublient que d'autres se cachent pour voir ce qu'ils se cachent pour faire. Ça a commencé avec Facebook. Avant, c'était Facebook. Les gens t'envoient des demandes d'amitié, tu acceptes, les coucous commencent, tout ça là, mais tu ne sais pas dans toute ce grand nombre-là qui est qui. Après, maintenant, c'est des montages et tout ce que tu sais maintenant, l'Internet est capable de tout. Après, maintenant, le Facebook a remis le flambeau à WhatsApp avec tout ce que cela trimballe. Ce que les gens oublient, c'est qu'ils sont identifiés. Il y a une nuance, c'est que les gens, certains sont traités, ils sont payés pour ça même. Certains sont salariés sur des réseaux, sur des forums, pour avilir. Oui, exactement. Oui, on ne sait pas à quelle fin, mais eux, c'est ça. Mais c'est que les gens sachent qu'ils sont identifiés. Si on te dit que quelqu'un peut passer actuellement par un réseau social pour débiter des âneries sans que la technique ne soit capable de l'identifier, c'est faux. Ils sont identifiés, on les connaît normalement, on connaît leur sobriquet, leur nom de plume, ce qu'ils utilisent pour faire ce qu'ils veulent, mais on connaît leur vraie identité, leur vrai numéro. Ils sont pleins à qui on a donné des numéros comme ça, parfois des numéros de pays étrangers. Quand il envoie, tu vois un long numéro, tu penses que c'est un correspondant de la Belgique ou bien du Canada, mais il est à côté de toi ici dans ton quartier et il dit des choses. Donc, tu sais, c'est notre environnement. Donc, il faut aussi apprendre à le connaître. Il ne faut pas que les gens pensent qu'ils sont dans un bouquin, quoi. C'est des trucs que nous on sait ce qui se passe. Ferdinand, un dernier mot, on passe à autre chose. Oui, moi, je pense que... je disais tantôt que moi, je connais ces gens-là, je les connais. Moi, j'ai appris à ne pas... ceux qui écrivent ces conneries là. Moi, j'ai appris à ne pas réagir à ces genres de choses parce que c'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Oui, bien sûr. Je donne par exemple, il y a un an ou un an et demi, il y a un monsieur qui s'est permis de débuter des énormités sur ma personne. En ce moment, on avait fait, je crois, un dossier sur le Panama Papers. Il s'est attaqué à ma vie privée, il a dit des trucs. Et puis après, il utilise un faux nom dans les forums et sur Facebook. J'ai saisi le juge. Le juge a instruit la DPJ. On a fait une enquête. On est allé dans les bases de données de Move. Après, on n'a pas réussi à avoir son identité. On est passé à croiser les informations avec les services de la documentation, les services des passeports. On a fini par retrouver sa carte d'identité, la personne à prévenir, on a vu son domicile, et ce monsieur qui se nomme sur les réseaux sociaux Gérard Ration, bon c'est comme ça qu'il s'appelle en réalité Esso Bouraïma. Je connais bien son domicile, on a fait les investigations. Donc si les gens pensent qu'ils se cachent sous des faux noms pour attaquer des gens, on ne les connaît pas, mais Abi vient de le dire, on a payé, c'est des gens qui sont payés pour ça. Ils sont pleins, on leur donne... Pour dénigrer, insulter, on leur donne un téléphone Infinis Hot 5,
on leur donnait un ordinateur de marque Lenovo, on les paie entre 80 et 100 000 francs par mois. Certains sont des étrangers d'un pays voisin qu'on a ramené ici, d'autres sont des Togolais. Ils sont dans des forums WhatsApp avec des numéros sous leur faux nom, ils ont leur propre numéro, ils ont d'autres numéros. Et ils ne parlent jamais dans les forums, eux c'est juste balancer des informations malveillantes sur les gens et puis ils se taisent. Et donc tous ces gens-là on les connaît, y compris ceux qui sont derrière, ils animent les choses sur Facebook, tout ça. Aujourd'hui, moi ce que je fais, quand on écrit quelque chose sur moi, et ça c'est le juge qui me l'a conseillé, moi je fais les captures, j'archive. Aujourd'hui ils sont peut-être protégés, mais on sait qui ils sont. Mais demain, ceux qui les utilisent, eux ils sont plus protégés. Les barons, les services de renseignement qui les utilisent sont plus protégés. Mais demain, eux ne seront pas protégés. Ils se trompent. Ils ne seront pas protégés. Donc, moi, particulièrement quand il s'agit de ces choses-là, comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de répondre. C'est vrai que je ne passe pas pour être un donneur de leçons ou le plus parfait de la corporation. Il n'y a jamais d'homme parfait. On a certainement nos défauts, nos qualités, on a certainement des casseroles. Mais il y a des choses que moi, je ne fais pas dans la vie. Et donc, je ne fais pas certaines fréquentations parce que je sais qui je suis, je sais quel travail je fais, je sais comment je suis surveillé. Et lorsqu'on parle d'argent, les propositions, on en reçoit tous les jours. Dieu seul sait qu'on n'a jamais accepté de franchir le Rubicon. Il y a ceux qui ne savent pas le long parcours que moi j'ai eu dans le système politique avant de tomber dans la presse. Que ce soit à l'université, on a vu plein d'argent circuler, on n'a jamais cédé. À la mort de Yadem en 2005, j'étais dans un groupe de jeunes très bouillants. À l'époque, on a proposé des postes de ministres à plein parmi nous. Certains ont sauté le pas, ils sont devenus ministres. Moi, j'ai dit, moi, je ne suis pas dans ça. Et donc, tous les jours, on reçoit ce genre de choses. Mais quand vous êtes solide dans la tête, vous êtes bien éduqué, vous savez là où vous allez. Et donc, moi, pour moi, c'est simple. Ils peuvent continuer par raconter. Peut-être demain, ils vont dire quoi? Que bon, peut-être je suis un PD ou j'ai couché avec ma mère. Ah oui? On ne sait jamais. Bon, voilà. Non, ce que moi je voudrais dire, c'est qu'il faut élargir le champ. Il y en a même à visage découvert, ils le font. Hein, ces derniers mois au Togo avec l'agitation politique, on a vu ce que les gens ont pu faire avec grâce à ces méthodes que les réseaux sociaux et autres. Et donc je crois que c'est pour cela que je dis c'est un phénomène global. Quand c'est de la diffamation, il faut condamner à tout bout du champ. Faut pas être sectaire pour dire oui, bon, ça passe, lui il dit les vérités. Et malheureusement, il y a même des leaders politiques qui s'adonnent aussi à ça. On a vu des personnes qui méritaient du respect, qui se livraient à ces pratiques où il faut enregistrer et puis bon, insulter l'autre, dire des conneries et tout cela, alors qu'ils ont quand même la possibilité d'avoir des créneaux normaux comme les médias où ils peuvent être invités et dire ce qu'ils pensent. Donc, c'est devenu un truc où aujourd'hui, au départ, les gens croyaient que bon, peut-être que c'est certains qui payaient le lourd tribut, mais aujourd'hui, on se rend compte que la chose a éclaté de telle sorte que tout le monde aujourd'hui peut être victime de n'importe quoi. C'est pour cela que ça arrive à ton adversaire ou à je ne sais qui, il faut avoir le courage de condamner. Ici, on était ici dans ce studio un jour quand nous avons tous eu le courage de condamner le fait que on cite par exemple des noms des confrères qu'on vilipende, les Tchanyao et tout cela. Oui. Et en ce moment, il y en avait qui se frottaient les mains. Et c'est pour cela, moi je dis, c'est quand quelque chose est mauvais, même si c'est contre ton ennemi, il faut avoir le courage de condamner. Parce que quand tu ne condamnes pas, comment est-ce qu'on en est arrivé là? À un moment donné, c'est devenu une guerre. Ouais, celui-ci enregistre, il insulte, après le lendemain l'autre réplique et tout cela, et puis finalement c'est devenu la pratique pour tout le monde, même des femmes mariées qui étaient censées donner de l'exemple et tout cela, tout le monde se jette là-dedans. Et aujourd'hui, c'est regrettable. Est-ce que finalement c'est ça la société togolaise? Non, c'est pour cela parfois quand les gens se lèvent, ils disent non, il n'y a pas de connexion au Togo. Je me demande, quand vous avez cette connexion-là, mais vous en faites quoi? Vous en faites quoi à part raconter de ces bobards-là sur... Je voulais ajouter que nous sommes dans une déchéance morale de notre société, une véritable déchéance. Vous savez ce qui est en train de se passer là, c'est déjà passé dans ce pays sous une autre forme.
il y a 15 ans, les gens allaient sous les arbres à Lomé 2, ils lisaient des motions, ils inventaient des trucs sur des gens, ils disaient, on a même vu ici des enfants qui sont allés dénoncer leur papa à la télévision en disant, ouais, papa, tu ne peux pas être président parce que tu ne me traites pas bien à la maison. Alors, comme il n'y a plus d'émotion, ils se sont transportés maintenant sur les réseaux sociaux. Ils sont organisés, ils sont payés. C'est la même pratique qui continue, mais d'une autre manière. Mais si dans la vie, on vous apprend à ne pas faire ces choses, vous êtes bien éduqué, vous n'allez pas vous livrer à ces choses-là. Et donc, moi, je connais les gens qui font ça. Et certains, on a même recruté plein de jeunes maintenant qui le font. Et les anciens, je les connais, des gens qui sont payés pour ça. Et moi, je ne suis pas dans les forums WhatsApp. À part le forum de Taxi Presse, moi, je suis dans aucun forum WhatsApp. Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas le temps pour ça. Si j'ai du temps, c'est pour réfléchir à autre chose. Je suis dans un seul forum, et le forum de mon journal. C'est normal, c'est la rédaction. Mais à part ça, je suis dans aucun forum. Lorsqu'on me met dans un forum, je sors. Parce que je ne sais pas ce qu'on dit dans un forum que je ne sais pas déjà. Et donc, voilà là où on est en train d'arriver. Mais ce qui est inquiétant dans cette histoire, c'est le fait qu'on recrute des étrangers. Des gens qui ne sont pas togolais, qui sont des mercenaires, je peux dire ça comme ça, et qui sont au service d'une cause et qui s'en prennent systématiquement aux gens parce qu'ils savent que bon, ils n'ont rien à gagner à part. Et ils ne sont pas togolais, bon, eux ils prennent de l'argent, demain ils repartent. Et ces gens-là, ils sont pleins dans beaucoup de forums qui racontent des conneries et tout ce que vous savez. Très bien. Bon, voilà. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on passe à un autre sujet. Juste un mot de la politique avant d'aborder les autres sujets sociaux. Fabrice, l'actualité politique aujourd'hui semble revenir un petit peu. On a annoncé cette semaine une rencontre entre le facilitateur ghanéen et la coalition de l'opposition togolaise, sauf que cette rencontre n'a pas encore eu lieu. Elle a été annulée premièrement, puis on a dit que cette semaine, elle devrait avoir lieu. Mais selon l'article que vous avez écrit mercredi, on va dire que les chances même de la reprise des dialogues politiques s'amenuisent complètement. Oui, c'est notre analyse, parce que quand vous observez un peu le déroulement des événements depuis le dernier sommet de la CEDEAO, qui s'est beaucoup intéressé à la situation au niveau du Togo, au lendemain de ce sommet, on aurait pu penser que les acteurs devraient se retrouver peut-être pour relancer le dialogue. Et tout le monde sait également qu'il y avait des garde-fous désormais mis par la CEDEAO en ce qui concerne le Togo. Et la limite, c'est un peu le prochain sommet de la CEDEAO. Or, selon nos informations, il y a de fortes chances que ce sommet ait lieu en juin. Le mois de juin pointe déjà son nez. Alors, quand vous voyez le nombre de jours qui séparent le mois de mai de juin, et vous voyez un peu la situation dans laquelle nous sommes et les sons des cloches qu'on a eu ces derniers temps, notamment celui des diplomates en ce qui concerne la sortie de crise qui semblait privilégier les élections, on se demande si le dialogue qui a été suspendu après 3 rounds de discussion pourra effectivement redémarrer. Et moi, je doute beaucoup d'une reprise de ce dialogue-là. Et même la rencontre qu'on annonce au niveau d'Accra avec le président ghanéen, la C14, si cette rencontre avait lieu, j'ai bien peur que le discours qui sera servi au leader de la C14 ne soit pas différent de celui que certains diplomates, le groupe de 5 a tenu ces derniers temps, parce que vous savez, la communauté internationale, elle ne fonctionne pas en dents de scie, elle s'aligne pratiquement derrière toutes les positions. Alors, est-ce qu'il y a encore des chances de parler du dialogue? Je crois que on ne veut pas nous lancer, mais ce fameux dialogue-là, je ne crois vraiment pas qu'il puisse reprendre. Abi Alpha, est-ce que déjà on peut conjuguer au passé les discussions politiques au Togo, à voir les faits et gestes de ces derniers jours, ces derniers mois? Non, pour le moment, je crois que moi, je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs. C'est vrai que dans les jours passés, le médiateur a invité la coalition pour une rencontre qui finalement a été reportée. Toujours, c'est le médiateur qui a invité, ce n'est pas la coalition qui demandait à le rencontrer, c'est le médiateur qui les a appelés, c'est aussi le même médiateur qui a demandé d'attendre un peu. Maintenant, bon,
ce micmac par rapport à l'avenir du dialogue, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne peux pas dire pour le moment. Sauf que mais on peut se projeter. Oui, mais on peut se projeter. Sauf que c'est vrai, la communauté internationale a commencé par la position des fonctionnaires des ambassades qui ont donné leur proposition ici. Ce n'est pas la parole de la Sainte Bible ni du Saint-Coran. Et je crois bien que on a connu d'autres crises avant celle du Togo. Et je crois que la communauté internationale, elle avait sa position. Ça n'a pas empêché que les concernés de la crise trouvent solution à leurs problèmes. C'est en cela que moi je vais dire tout dépend des Togolais. Tout dépend. Même si c'est demain Donald Trump qui vient ici déposer un chez moi sur la table, si les Togolais disent non, ça serait non. Ça c'est clair, parce que après tout, c'est les Togolais qui sont sous une dictature qui dure 51 ans. Personne n'a jamais. Tous ceux qui très vite, parce qu'entre-temps, parce que tu sais, il faut qu'on sache aussi que beaucoup de diplomates ne savent pas refuser les offres. Hein. Quand tu sais ce qu'ils sont chez eux avant qu'ils soient... Non, j'ai parlé d'offres, je crois qu'ils nous écoutent, tout le monde sait. Donc, quand tu vois ce qu'ils sont chez eux, que tout d'un coup, ce qu'ils deviennent après leur séjour, surtout dans les dictatures, ça dit tout. Donc, c'est leur position. Peut-être qu'ils ont les informations que nous, on n'a pas sur le terrain. Ça les a permis de tirer leurs conclusions. Les concernés, c'est les Togolais. Je dis bien que ce n'est pas la première fois que la communauté internationale donne un son de cloche qui a été totalement bouleversé par la réalité sur le terrain, et d'autres solutions ont été trouvées. Je pense que aussi dans la CEDEAO, le Togo n'est pas le premier qui traverse une crise du genre. La dernière fois, nous avons vu des gens ici se prendre leur bâton de pèlerin, aller taper du poing sur la table en Guinée, Bissau, pour trouver solution. Ils sont en train, bon an, mal an, de sortir de leur crise grâce à Faure Gnassingbé. Malheureusement, le Faure Gnassingbé, le même, est ici au cœur d'une crise qui ne dit pas son nom. Je crois que si la communauté de la CEDEAO, si elle pense qu'il y a deux communautés dans la CEDEAO, certains peuples, on peut les laisser être piétinés par une dictature pendant 51 ans, et que d'autres, à la moindre pécadille, on peut courir, aller les sauver. Donc, on va voir jusqu'où ça peut aller. Mais je pense que forcément, rien ne présage un avenir pour une dictature qui a fait 50 ans. De toute façon, aujourd'hui, on est, je dirais, un peu suspendu aux lèvres de la CEDEAO, qui a recommandé à Alpha Condé, au président ghanéen Nana Akufo-Addo, de trouver une solution avec les acteurs politiques togolais pour que d'ici à fin juin, une proposition soit déposée sur la table de la communauté ouest-africaine. Aujourd'hui, tel que les choses se passent là, est-ce qu'on ne va pas à une imposition finalement d'une feuille de route, Ferdinalité? Je ne sais pas ce qu'il en sera. Il faut attendre quelques jours pour savoir quelle orientation tout ça va prendre. Parce qu'au fond, il faut quand même aussi le reconnaître. Depuis le dernier sommet de la CEDEAO ici, ou bien un mini-sommet qui a eu lieu ici, où on a désigné 2 médiateurs, est-ce que vous les avez vus véritablement à l'œuvre? Est-ce que vous avez vu... dans les couloirs, il y a des discussions, non, on ne sait absolument rien. On sait ce qui se passe. Est-ce que vous avez vu, ils sont revenus ou bien ils ont initié une action ensemble, Alpha Condé, le président ghanéen? Est-ce que vous les avez vus? Parce que pas devant les caméras, Ferdinand. Vous savez, en milieu politique, comment ça se passe? Non, Eric, nous sommes tous les jours nous sommes au cœur de tout ça. On a des informations. Donc, il n'y a rien jusqu'à maintenant. D'abord, les Ghanéens, ils se sont heurtés à un mur pendant les discussions. Donc, ils sont partis rester chez eux. Ils ne veulent plus revenir ici, perdre le temps à ne rien faire. Donc, ils attendent le jour où il y aura de bonne volonté. Bon, ils pourront peut-être apporter leur contribution. Donc, ils sont là, ils regardent. Le Guinéen, il est embourbé dans ses propres affaires dans son pays. Et donc, tous attendent le prochain sommet de la CEDEAO. Bon, d'ici là, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous revenez en interne, c'est vrai qu'il y a un discours qui a été servi le 27 avril. On dit, bon, place aux élections. Mais quand vous voyez là aussi, on ne bouge pas. Donc, on sent que c'est le statu quo. Tout le monde, on est dans l'attentisme, vous voyez. On est dans l'attentisme. Donc, je ne sais pas si
la CEDEAO va sortir un schéma magique au cours d'un sommet pour l'imposer. Le président de la République, Faure Gnassingbé, dit qu'il était dans les délais légaux. Oui, c'est quoi les délais légaux? C'est pas la première fois qu'on c'est quoi les délais légaux? En 2013, l'élection législative de 2013 devait se tenir en 2012. Ils l'ont organisé en 2013. Oui. L'article 52 de la Constitution règle ce problème. C'est quoi les délais légaux? Quand il y a une crise, il faut s'asseoir pour la résoudre. Donc, eux-mêmes, ils savent que techniquement, matériellement, ce n'est pas évident de pouvoir organiser un scrutin d'ici là. Ça, tout le monde le sait. Ceux qui sont les spécialistes des élections le savent. Maintenant, chacun est en train de s'organiser. Parce que, comme on le dit, la politique, c'est un rapport de force. Moi, cette semaine, j'ai eu la réaction d'un ambassadeur qui est parvenu à notre rédaction à la suite d'un article qu'on a écrit sur la position du G5 et plus particulièrement de l'ambassadeur d'Allemagne. Il dit non, que ses propos ont été sortis de leur contexte. Je peux vous montrer la réaction après. Ça veut dire que des gens disent des choses et puis après, ils s'étonnent qu'on fait ils s'étonnent des commentaires qui sont faits après. Et donc, cette histoire de communauté internationale, je vous ai toujours dit que c'est un fourre-tout. Les gens prennent des positions selon la situation qu'ils ont en face. Demain, ça peut être autre chose, vous voyez. Donc, voilà, moi je pense que, on attend le jour où il y a du nouveau, nous tous on va apprécier. Mais pour le moment, les protagonistes se regardent, chacun se prépare. Et on ne sait pas pourquoi les gens... Justement, on a le sentiment que les protagonistes se préparent chacun de son côté. Quand on va au niveau de l'opposition, des gens sont sur le terrain. D'ailleurs, l'ANC a une convention demain, c'est ce qui est annoncé. L'opposition, surtout la coalition, annonce des meetings ce week-end à Venou, à Goué, Baguida. Au niveau du parti au pouvoir, on est aussi à l'intérieur, on ne va pas se mentir. À tous les niveaux, on se prépare pour d'éventuelles élections. Ce n'est pas ça, Fabrice? Non, bien évidemment. De toutes les façons, quelle que soit la situation, on devait déboucher sur les élections. Même le dialogue qu'on le faisait, même si ce dialogue aboutissait, on devrait forcément déboucher sur les élections, notamment quand on prend la révision constitutionnelle et autres, à moins que par un compromis politique on fasse marche arrière pour pouvoir régler la chose à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, ça saute aux yeux, le dialogue piétine, et comme vous l'avez dit, et aujourd'hui, le discours de la communauté internationale, cette communauté internationale, elle existe, et en fonction de leur position, les gens leur jettent des fleurs ou alors les envoient au poteau. Et donc, vous allez vous rendre compte que quand vous prenez le mois d'août, le discours que les gens tiennent aujourd'hui, ce n'est plus le même. C'est pour ça que je suis d'accord avec Ferdinand qui parle de rapport de force. Alors, ça ne suffit pas juste de proclamer des incantations. Oui, le peuple togolais fera si la communauté... Je ne sais pas, sortez-moi un exemple où les Togolais se sont assis seuls et ont trouvé une solution aux nombreuses crises qu'ils ont eues. Toujours, il a fallu, même les problèmes qu'on pouvait régler en interne, il a toujours fallu faire appel à la communauté internationale. Maintenant, il y a des situations où la position de la communauté internationale arrange certains et parfois c'est l'inverse. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'à un moment donné, elle ne se lève pas comme cela pour venir s'immiscer dans les affaires d'autrui. On l'a dit tout à l'heure, les gens ont leurs propres problèmes. Depuis qu'on a commencé les histoires le 19 août 2017, il y en a qui ont croisé les bras, qui se sont dit on verra ce que ça va donner. Mais à un moment donné, le temps passe, ça ne donne rien, et à un moment donné, elle est obligée de s'immiscer. Sinon, si vous êtes capable de résoudre vos problèmes, vous aurez. Mais quand vous n'arrivez pas à résoudre vos problèmes, et à un moment donné, vos problèmes ne se limitent pas à vous. C'est ça le problème, c'est comme si vous êtes dans une maison et tu gères ta famille. Tu es libre de taper ton enfant en interne, mais si tu le tapes, il commence par crier, ça gêne les voisins. À un moment donné, souffre que quelqu'un vienne cogner à ta porte pour te demander qu'est-ce qui se passe exactement, règle le problème. Si tu ne le règles pas, nous allons le régler à ta place. Aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est la posture de la CEDEAO aujourd'hui. C'est la posture de la CEDEAO aujourd'hui. Il y a une sorte d'ultimatum depuis le dernier mini-sommet. Oui. Alors, on a l'impression, effectivement, les lignes n'ont pas bougé. Le prochain sommet, c'est quoi? Moi, je crois que ça risque d'être une feuille de route par rapport à la situation togolaise. C'est-à-dire aller aux élections, monsieur. Je ne connais pas encore le contenu, mais je dis, et je fais une analyse futuriste pour dire qu'il y a de fortes chances que la position de la CEDEAO ne s'éloigne pas de celle du son de cloche qu'a donné ces derniers jours le G5, les diplomates, dans un langage pas du tout diplomatique, parce que
c'était trop clair. Abi Alpha. Hey, moi, je crois que quand on parle de feuille de route, je crois que c'est très simple. Actuellement, il y a un message qui est déjà dans les rangs des gens du pouvoir, que l'opposition n'a pas encore forcément. Mais si par rapport aux dispositions à prendre, par rapport aux dispositions à prendre vis-à-vis de l'avenir du pays, vis-à-vis de où on devait aller, que ce dialogue qui tergiverse n'arrive pas à percer, il y a des dispositions, il y a des signaux qui sont déjà dans les arcanes du pouvoir, ceux qui dirigent, et je crois que c'est dans la logique, dans la veine de ce message que la coalition devait se retrouver à Accra et qui finalement n'est pas allé. Donc, je crois que ceux qui sont du pouvoir, qui gèrent le pays, ils connaissent déjà ce qu'on leur a demandé de faire. Ce n'est pas d'aller aux élections. Ce n'est pas c'est sur ce plateau que je vais vous dire on a demandé cela. Non, j'ai donc, envie de savoir. Non, c'est pas tout. C'est quelque chose, c'est pas officiel. Ce n'est pas tout qu'on dit. Vous avez des informations, mais abreuvez on a des informations. Non, c'est pas une information, c'est une rumeur. Le ventre, ce n'est pas seulement pour la pâte, je vous dis toujours. Donc, ce n'est pas tout ce que tu connais, que tu dis ici dans les commentaires. Donc, moi, je ne commente rien, moi, je pose des questions. Bon, nous, on fait avec les faits. Donc, je crois qu'il y a des mouvements de part et d'autre. Et quand il y a les signaux, ça n'a rien à voir avec les élections vis-à-vis des dispositions que l'opposition est en train de prendre. C'est vrai qu'il y a opposition dans l'opposition, c'est vrai que ces derniers moments, il y a d'autres champignons qui poussent de partout. Chacun a son agenda politique. Les gens sont libres de tenir ce qu'ils veulent tenir, s'ils veulent défendre la chapelle de l'opposition et des élections. C'est leur choix politique. Mais la coalition n'est pas dans la logique des élections. Mais elle finira par les élections. Lorsque la crise... Elle finira par... Mais bien sûr, elle finira par aller aux élections quand la crise sera résolue. C'est parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas arrêté pour résoudre des crises. On parle de délai, hors délai, machin, là, c'est pas la première fois qu'on va au délai. Même ce que... quand on dit de respecter le délai, le respect des délais commence par le respect des textes. Est-ce que ceux qui nous gèrent ont appris nous à respecter les textes? Si ça vous respecter les textes, on ne serait pas ici. Si ça vous respecter les textes, après la mort de Yadema, ce n'est pas Fort qui serait là. C'est un autre qui serait là. Si les gens savaient respecter les textes, donc il ne faut pas qu'on nous fasse la leçon avec l'histoire de hors délai, tout ce que vous savez. Ferdinand Haïté. Non, moi je dis... Est-ce qu'on s'en sortira finalement? Oui, d'une manière ou d'une autre, on s'en sortira un jour. Il ne faut pas croire que ça va rester indéfiniment comme ça. Ou ceux qui pensent que les choses ne vont pas évoluer, ils ont une courte vision de la politique. Des régimes comme ça ne sont pas des régimes qui donnent l'impression d'être des régimes bien assis, ne sont pas souvent des régimes solides. C'est vrai qu'il y a quelques piliers qui tiennent les choses par la force et tout, mais... un matin, ça s'écroule comme un château de cartes. On sait aujourd'hui qu'au sein même du système, il y a des divergences énormes dans le système. Qu'est-ce qui le prouve, Ferdinand? Non, on le sait. C'est pas des choses... on sait. C'est-à-dire que tout le monde dit ça, quoi. Enfin, bon. Oui, mais en même temps, il n'y a pas des débuts d'éléments qui nous permettent vraiment d'apprécier. Le jour où il y aura un déclic, vous comprendrez et vous poserez la question, mais celui-ci aussi pensait comme ça, celui-ci aussi pensait comme ça. Parce qu'en réalité, dans ce genre de système, même ceux qui ne sont pas d'accord ne sortent pas vite la tête pour dire que non, ils ne font pas une opposition frontale à celui qui est là. Il y a des gens qui tracent leur chemin, qui sont là, qui réfléchissent, qui se disent mais écoutez, si on doit couler tous ensemble, il faut quand même qu'on trouve un chemin pour contourner tout ça. Donc les gens réfléchissent. Et puis ne pensez pas que la situation du Togo ne préoccupe pas toute la région. C'est pour ça que quand on dit la CEDEAO va proposer une feuille de route, elle ne saurait proposer une feuille de route pour soit aggraver la situation, parce que quand il y a crise au Togo, le Ghana est inquiet, le Bénin est inquiet, la Côte d'Ivoire, le Burkina est inquiet, le Niger est inquiet, parce que nous sommes dans un espace commun. La crise du Togo ne peut pas être résolue seulement par les Togolais, sans compter la vie de nos voisins, parce que s'il y a instabilité ici, eux, ils vont prendre un coup. Messieurs, merci beaucoup. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Retour en studio avec les confrères. Il y a une information qui est quand même diffusée depuis hier par rapport au poisson tilapia. Le confrère, le Canard indépendant en a parlé ce matin. Cette alerte risque d'intoxication alimentaire. Tout poisson en provenance du Bénin sans autorisation est interdit. On va y revenir tout à l'heure. Mais Ferdinand, un mot sur
Ce qui s'est passé à Palimé, puisque j'ai vu vous aussi vous en avez parlé, c'est par rapport à la prison civile de Palimé. Il y a 9 agents de l'administration pénitentiaire qui ont été déférés hier à la prison civile de Lomé. Il semble qu'ils ont torturé, enfin tabassé ou frappé à mort un détenu. Oui, c'est une information qu'on a reçue, mais on ne maîtrise pas encore tous les contours, ce qui s'est réellement passé, mais ce dont nous sommes sûrs, ces 9 agents ont été déférés hier à la prison civile de Lomé, après avoir passé 5 jours à la brigade de gendarmerie de Palimé. Ils sont accusés d'avoir torturé à mort un détenu à la prison de Palimé. Vous savez que ces agents dépendent du ministère de la justice. Je crois qu'ils ont un double statut. Ils sont à la fois du ministère de la justice et un peu de l'armée, quelque chose comme ça. Ils sont un corps paramilitaire. Et donc, ils ont été ramenés à Lomé, ils ont été présentés au parquet et mis sous écrou. Donc, hier dans l'après-midi, à la prison civile de Lomé, et on ne connaît pas encore l'identité du détenu qui a été torturé à mort. On ne sait pas ce qui s'est passé pour que 9 agents se mettent ensemble pour torturer à mort un détenu. Peut-être que les jours qui viennent vont nous donner plus d'éléments, mais actuellement, à l'heure où nous parlons, ils sont déposés à la prison civile de Lomé. Voilà ce qui s'est passé. Très bien. Je crois que ces méthodes doivent vraiment, l'autorité doit faire un effort pour vraiment siffler la fin de ces méthodes, parce que ça ne se passe pas qu'à Palimé. Vous savez, quand quelqu'un est déjà dans les mailles de la police ou de la gendarmerie, on fait les formalités qu'il faut, on le dépose là, il faut le déposer. Je ne sais pas, au-delà du fait de le priver de sa liberté, je ne sais pas ce que les gens gagnent à le passer sous la torture. Jusqu'à ce qu'on dise que des gens se soient associés, des gens qui sont censés faire la discipline là-bas, qui se soient associés pour torturer un détenu à mort. C'est vrai que dans les milieux dans les centres de détention, il y a certains détenus qui sont difficiles à gérer. Parfois, entre eux-mêmes, pour citer un général de la place, ils se rentrent dedans. Et ce n'est pas facile aux pénitenciers de gérer la discipline. De gérer la discipline. Donc, on peut comprendre que parfois, ça devient insupportable. Mais que 9 personnes se mettent autour de quelqu'un pour le torturer, moi, ça me rappelle un événement. Il y a seulement un prisonnier aussi est mort comme ça à la prison civile de Lomé dans des conditions qui restent encore floues. Son papa était un ancien combattant. C'est de pleine nuit qu'on est venu comme ça les stripper dans le lieu de détention, et pour quelle raison le lendemain son corps a été retrouvé vers la plage. Ce dossier-là, les gens sont en train de gérer ça doucement pour que ça ne fasse pas du bruit. Donc, il y a à peine un mois, à la prison civile de Lomé ici, je crois que les gens nous écoutent. Et les gens, je dis bien que son papa, c'était un ancien combattant. Et donc, voilà autant de comportements. C'est grave s'il vous plaît. J'ai donné des noms, des signaux. Je crois que les gens nous écoutent. Ce n'est pas... On ne vient pas ici pour pérorer, pour plaire aux gens. C'est parce que... ce n'est pas aujourd'hui que j'ai l'information là. Oui. C'est parce qu'un truc similaire est venu que je fais une allusion pour que les gens comprennent. L'autorité sache que beaucoup de choses se passent et qu'ils doivent, comme actuellement, Dieu merci, il faut les tirer un chapeau, qu'ils aient le courage de mettre la main sur ces 9 là, de les garder, de faire les formalités administratives qu'il faut pour finalement les garder à la prison pour qu'eux aussi goûtent à ce pain béni là. Donc moi je pense qu'il faut que l'autorité commence par siffler la fin de l'impunité pour que les gens sachent que la vie humaine est sacrée. Bien. Quand on prend les gens pendant leur mise en garde, leur détention provisoire jusqu'à ce que... Mais ce que se passe, c'est Dieu seul qui sait. Mais certains pensent que c'est leur droit, tout ça là. Même tout récemment, suite au simple rappel, quand on réunit les gens, 500, 600 dans la cour de la gendarmerie là-bas, Dieu seul sait ce qui se fait. Les gens, heureusement que beaucoup reviennent et que les gens témoignent. Oui, il y en a qui parlent déjà, parce qu'il y a eu cette semaine dans la presse qu'il y en a qui a dit que on les arrosait toute la nuit. La nuit pour les empêcher de dormir. Ça relève de la torture. On prend les gens, on dit qu'on veut savoir ce qu'ils sont, pourquoi ils sont au dehors à des heures impossibles. On les prend pendant qu'ils sont à la gendarmerie. On ne sait pas encore pourquoi. Exactement, on ne peut pas vous dire exactement ce dont on les reproche. Mais on les empêche de dormir.
Il y a certains, s'il passe deux nuits blanches, il peut crever. Si quelqu'un est hyper tendu, ça suffit pour qu'il en meure. Donc les gens pensent que la vie des autres, ils peuvent s'en servir, utiliser, jouer avec comme des petites poupées. Mais il faut que ça finisse un jour. Merci beaucoup. L'autre sujet, Fabrice, c'est cette histoire de tilapia. Vous vous rappelez récemment, l'autorité nous a informé que, eh bien, elle n'acceptera pas de tilapia venus d'étrangers dans notre pays. On ne peut pas la consommer, ce n'est plus autorisé. On peut consommer que des tilapias qui sont élevés chez nous. Sauf que ces derniers jours, ou ces dernières heures, dans un communiqué, on nous fait comprendre que, eh bien, il y a des poissons qui viennent de l'Est, du Bénin, qui sont impropres à la consommation. Toute cargaison de poissons en provenance du Bénin à destination du Togo, non accompagnée de certificat sanitaire, sera purement et simplement saisie et détruite. Quand nous savons que nos frontières ne sont pas tout à fait contrôlées, est-ce qu'il n'y a pas de fort risque que ces poissons se retrouvent dans nos assiettes? Oui, ben, je crois que généralement, il y a ce qu'on appelle les commerçants véreux qui ne tiennent pas compte de la santé des consommateurs. Puisqu'il y a interdiction, forcément, les canaux habituels vont être bouchés. Maintenant, il faut trouver d'autres voies pour faire entrer ce poisson-là. Et donc, je crois que c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est pour cela, il aurait fallu qu'on ait vraiment des associations de défense des droits des consommateurs bien solides et qui puissent faire un travail de sensibilisation, parce que ce phénomène-là, pour en finir avec, ça va être une prise de décision individuelle, au-delà de ce que les autorités peuvent faire pour interdire l'importation. On sait qu'il y a la corruption qui passe par là et que les gens vont trouver des moyens pour faire entrer ces poissons impropres à la consommation. Maintenant, il faudrait que sur le marché, les citoyens carrément prennent au sérieux l'interdiction et qu'ils boycottent ces produits-là. Mais ça va être quand même terrible pour les opérateurs économiques togolais qui ont des poissons dans des frigos et consorts. Ça veut dire que des gens pourront en arriver à un boycott systématique des produits halieutiques. Ouais, je crois que c'est le prix à payer pour... Aujourd'hui, on a ciblé les tilapias. Bon, je crois que l'autorité doit faire de telle sorte que on puisse mettre la différence entre ces poissons-là et les autres. Si ce sont ces poissons-là qui sont impropres, on les cible. Mais bon, si c'est l'ensemble... je crois qu'aujourd'hui, le vrai problème, comme je suis en train de le dire, c'est pour des raisons commerciales. Les gens sentent qu'ils ont dépensé des millions là-dedans. Même les produits avariés, les gens passent par des moyens pour écouler ça. Vous allez voir ces promotions bidons-là qu'on fait un peu partout, parfois dans les supermarchés et autres. Et là, il faudra être vraiment très, très, très prudent. Et c'est pour cela que j'attire l'attention des associations de défense des droits des consommateurs. Mais malheureusement, au Togo, elles ne sont pas si fortes. Je ne sais pas si ça dépend de nous, les citoyens, parce qu'on les renforce pas, ou c'est eux qui cèdent facilement à la corruption. J'en sais rien, mais je me rends compte tout simplement que c'est le moment où il faut peser. Et maintenant, compter vraiment sur la bonne foi des douaniers, une bonne foi qui n'existe pas, malheureusement. Est-ce que c'est pas curieux tout ça? Oui, mais c'est curieux tout ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'argent passe avant tout. C'est malheureusement cela. Parce que si pour une cargaison sur laquelle vous avez utilisé des millions, si pour utiliser quelques millions pour corrompre la douane et faire entrer les produits, bon, je crois que quand lui il empoche son argent, il se dit que bon, le reste c'est pas son problème, alors que finalement vous allez vous rendre compte que ça va vous rattraper, parce que vous pouvez éviter, mais vous avez de la famille, quand ça y est, surtout que ça coûte moins cher, il y a de fortes chances que les gens en consomment, malheureusement. Donc il va falloir vraiment une rigueur. Ailleurs ça passe, même c'est des gens même qui peuvent dire bon voilà, moi j'en ai encore dans mon frigo, venez retirer cela, mais ici c'est pas le cas. Les gens voient l'argent et peut-être que l'État doit penser aussi à voir s'il n'y a pas de manière de dédommager également les commerçants qui ont déjà acheté ça, qui ont ça dans leur frigo. S'il y a une petite part de dédommagement, les gens peuvent accepter par exemple brûler ce qu'ils avaient dans les frigos qui restait. Mais s'il n'y a rien, pratiquement rien, à souffrir que les gens ne cherchent pas
à perdre complètement tout ce qu'ils ont dépensé, malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas finalement, enfin je veux dire, est-ce qu'il faut continuer à faire confiance à ceux qui sont censés nous protéger sur le plan sanitaire, Abi Alpha? C'est difficile, sinon quasiment impossible de leur faire confiance. Parce que je vais vous donner un exemple tout de suite. Tu sais, ces poissons-là, actuellement, si l'alerte est donnée par rapport au Bénin, on n'a pas dit les poissons venant du Burkina, mais on a dit du Bénin. Oui. Je crois qu'il y a un lac qui est empoisonné. Quand on dit lac, pour nous, qui avons les milieux ruraux, très souvent, il y a des moments où, dans une rivière, il y a des étangs qui s'entrecoupent et il y a des herbes que vous composez tout de suite. Vous empoisonnez un lac, tout ce qui est là, même les poissons, tous les crabes, ça meurt. Ça meurt. Parfois, il y a des poissons qui ne font pas trop de dégâts, mais très souvent, ça meurt. Pire, c'est que souvent, les milieux aquatiques véhiculent aussi des poisons. Je vous donne un exemple. Le crocodile, le caïman, je vais dire. Oui. Quand un caïman meurt, et qu'il meurt dans l'eau, il pourrit, sa bile, c'est un poison impossible. La bile du poisson, c'est pourquoi ceux qui sont de vrais chasseurs, on n'abandonne jamais un caïman qui est blessé. On fait tout pour l'extirper de l'eau, on fait tout pour l'achever, les sortir de l'eau. Quand vous le blessez et qu'il rentre dans l'eau, blessé, il meurt là-bas, il se décompose et que la bile rentre dans l'eau, toute l'eau là, c'est un poison impossible. C'est un poison très très dangereux. Donc si des cas comme ça sont venus à un moment donné dans un milieu aquatique et qu'on ramasse ça ici, surtout que le Bénin fait partie des grands pourvoyeurs de poissons de notre pays. Vous savez que l'homme d'affaires qui a entre-temps des bobos avec Patrice Talon là, à Chavon, c'est un grand importateur en quantité industrielle des produits de ce genre. Oui. Et c'est ça, donc ça vient ici. Et puis, mieux ici, je vous disais que je vais donner un exemple pour vous dire que c'est impossible de faire confiance. Vous savez qu'entre-temps, Ferdinand a publié un dossier ici par rapport à ce que nous avons fini par appeler Tilapia Gate. Oui. Ça a forcé le ministre de l'Agriculture finalement à taper du poids de la main sur la table. On a condamné les auteurs qui étaient beaucoup plus des Chinois à payer, je dirais, un franc symbolique par rapport aux dégâts qu'il avait, que ça pouvait faire à l'époque. C'était un franc symbolique. Mais après, derrière, moi j'ai compris ce que voulait dire ces francs symboliques. Ce que quand ils ont été dénoncés, que ça s'est passé comme ça, l'activité ne s'est pas arrêtée. Ah bon? J'ai amené Ferdinand voir. Là où ils étaient, Ferdinand les a dénoncés. Ils sont déplacés dans le quartier de mon siège, dans une maison là-bas. Et c'est là-bas ça se faisait. Mais c'était difficile de prendre les gens la main dans la poche. Et ça continuait pas à venir en grande quantité à des heures impossibles de la nuit. Qu'est-ce que j'ai fait? L'autorité était là au courant. S'il vous plaît. Vous devriez dénoncer à l'époque. Mais attendez que je vienne. Quand je les ai vus, j'ai fait voir le confrère pour qu'ensemble on suive pour voir si vraiment on peut les prendre. Parce qu'ils viennent à des heures impossibles. Déjà à 4h-5h du matin, ils ont fini et ils bloquent tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contacté le ministère de l'Agriculture. J'ai dit, ces messieurs-là qui véhiculent, qui vendent un poison, ils peuvent faire des dégâts et disparaître. Nous, avec nos journalistes, nous avons des moyens limités pour faire certaines enquêtes. Donc je me suis dit que pendant que nous, on continue pas les pister, il faut que le ministère qui est chargé sache que quand on les a criés sur eux, ils sont ici. Et j'ai contacté Agadazi, qui a mis un de ses agents que nous sommes allés montrer là-bas pour comprendre les dispositions. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et après, mes enquêtes me révèlent que ces Chinois-là n'opéraient pas comme ça. C'est à travers le nom de la femme des barons que les choses venaient ici. Mais si, tout comme quand le dossier là sortait, il y avait le nom des députés, oui. C'est à travers le nom de la femme d'un baron qui n'est pas loin des arcanes de la présidence que les importations venaient. Et quand on prend quelqu'un comme ça, tu penses qu'on peut le faire quoi? Donc dans des cas comme ça, il faut que chacun soit prudent, que chacun soit sa propre police. Et maintenant, ce magasin-là où donc, ne faire confiance à personne. Parce que exactement, quand ils ont encore quitté là-bas actuellement, ils ont vraiment quitté là-bas, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont quitté le pays. Ils sont actuellement vers Ketao. Ça veut dire que mais si, ils sont vers Ketao. Vous les pissez jusqu'à Ketao. Ils sont vers Ketao et c'est la femme d'un baron qui travaille à la présidence. C'est pas son nom que les importations viennent.
Et c'est des Chinois. Et quand les Chinois venaient là-bas pour décharger à pas 2 minutes, 2 heures de la nuit, ils viennent là-bas, parfois ils tiennent des armes. Quand des gens sont comme ça, à qui tu peux faire confiance? Ferdinand Ité. Non, Juste pour dire que on prend tellement de risques pour informer les gens. Mais bon, nous on fait notre devoir. Il ne faut pas qu'on dise demain il y a des choses comme ça, personne n'a rien dénoncé. Le tilapia finalement apparaît comme un poisson maudit, si je peux le dire ainsi. Mais tout ça c'est on lui crée d'ici tout le temps. Oui, tout ça c'est de notre propre faute. Vous voyez, on a toute une grande côte comme ça. Et depuis, je ne sais pas combien d'années que nous sommes indépendants, et nos pêcheurs continuent d'aller en haute mer avec des pirogues traditionnelles. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. On n'a même pas réussi à les aider à créer des coopératives et à leur donner des petits navires, des bateaux qui leur permettent d'aller en haute mer pour pouvoir pêcher. Parce que si les poissons se font rares sur la côte, mais il y en a en haute mer. Pourtant, le port de pêche, récemment, on a dit qu'on veut. Oui, non, c'est juste le port de pêche. C'est juste mais ceux qui vont en haute mer pour chercher les poissons, bon, il n'y a rien. Mais vous voyez toujours les pêcheurs. Ils sont toujours avec leur truc d'ancien temps. Oui. Ouais. Mais donc, il n'y a pas de fonds. Mais nous donnons des licences à des navires étrangers de venir pêcher dans nos eaux. Nos eaux, qui sont sous nos responsabilités. Mais nous ne sommes pas capables de donner les moyens à nos propres pêcheurs d'aller en haute mer. Même nos marins, tout ça, peuvent contrôler ce genre de choses. Mais bon, dommage qu'on est dépendant des autres et les autres nous tuent lentement comme ça. Ferdinand, cette semaine, vous avez sorti la fameuse enquête sur la banque privée H. Je crois qu'on en a déjà parlé. Oui, on en a parlé, mais ça pose quand même le sujet de traque des corrompus. Bon, il ne sait pas si on peut classer aussi dans ce registre de corruption. Oui, c'est des trucs de ce genre. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, c'est une enquête qu'on a menée dans 11 pays avec le Centre Norbert Zongo pour l'investigation et le Consortium international des journaux d'investigation. On a sorti les résultats, ça a été publié dans le journal Le Monde, repris par beaucoup de sites. Chaque journaliste est occupé de son pays. C'est vrai qu'ici, c'est l'alternative qui s'en est occupée. Je voudrais, par votre antenne, rendre un hommage au directeur de l'enquête, qui est Maxime. Généralement, les gens... c'est Ferdinand, c'est toute une équipe, mais dirigée par Maxime Domeny, qui est un garçon remarquable. Votre rédacteur en chef. Qui est un garçon remarquable, qui fait vraiment du bon travail. Et donc, nous, on a sorti les résultats. Maintenant, il revient aux dirigeants de savoir si on doit poser des questions aux gens, parce que c'était quand même une banque publique. C'était une banque publique. L'auteur de cette histoire, l'auteur de cette histoire était président du conseil d'administration d'une société d'État qui est aujourd'hui grabataire. Je parle de Togo Télécom, qui doit beaucoup d'argent aujourd'hui à des Chinois et tout ça, qui a des difficultés même à payer ses factures de l'électricité. Togo Télécom doit aujourd'hui plus de 2,7 milliards à la CET comme facture d'électricité. Oui, si. 2 milliards à la CET 700 millions, je crois, à la CET comme facture d'électricité. Des dizaines de milliards à des sociétés Huawei. Pourquoi est-ce qu'on ne coupait pas quand ils ne payaient pas? Mais chez nous à la maison, on coupait quand on c'est l'État, je ne sais pas. Et donc, il faut quand même essayer de voir, parce que toutes ces sociétés sont en difficulté aujourd'hui. Il faut essayer de voir comment ça a été géré. Bon, je ne voudrais pas faire d'autres commentaires, parce que c'était déjà venu ici commenter le dossier. On en a parlé. Et puis, bon, il y a d'autres choses bien sûr. Je sais pas si Fabrice a un commentaire à faire autour de ce sujet. Par rapport aux révélations dans la presse, mais que derrière rien ne se passe. Ce n'est pas la première fois que la presse révèle certaines choses. Abi Alpha, il me semble, la semaine passée, avait déjà parlé du cas de la route d'Aledjo. Ce matin, le confrère Le Tonnerre aussi en a parlé. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réaction derrière, visiblement, enfin, je veux dire, derrière ce genre de scandales qui sont révélés par la presse, à votre avis? Oui, bon, naturellement, il devait avoir des réactions, puisqu'il y a des personnes qui sont indexées là-dedans. La toute première réaction qu'on pourrait avoir, c'est les concernés eux-mêmes, ne serait-ce que faire un droit de réponse pour recadrer les choses s'il y a un recadrement à faire. Mais quand ça ne se passe pas comme ça et on ne réagit pas, parce que quand même...
vous indexez dans un journal que vous êtes à l'origine de ceci ou cela, ça mérite quand même une réaction. Mais quand vous ne réagissez pas, alors on est obligé de s'abriter derrière l'adage qui dit rien ne consent. Alors si vous consentez que ce qui a été dit est vrai et vous continuez aussi par circuler, ça aussi c'est un autre problème. Et donc je crois que à un moment donné, aujourd'hui la loi permet aux gens que lorsque vous êtes incriminé dans un article et vous ne reconnaissiez pas, c'est pas la peine de chercher peut-être à louer des gens pour régler les comptes aux journalistes ou quelque chose comme cela. Il faut exercer votre droit de réponse. Si vous savez que ce qui est dit n'est pas totalement exact, mais quand vous ne réagissez pas également, et là je crois que ce n'est pas un bien personnel. Si ça touche au bien de l'État, il faudrait également que ça aille loin pour que les gens soient situés. Et si vous avez pris quelque chose par devers vous, que vous le remboursiez et tout cela. Mais lorsqu'il y a silence total, on ne dit pas également non plus. On peut se dire que pourquoi le procureur ne se saisit pas de ceci ou cela. Mais au moins, il faut que les intéressés, parce que quand vous vous taisez, vous faites comme sinon ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Mais en même temps, vous parlez de procureur au Togo. Dans aucun dossier, à notre connaissance, le procureur ne s'est jamais saisi. Oui, bien évidemment. Et je crois que très souvent aussi, on fait le reproche à la presse de faire ceci ou cela. Je crois qu'il faut aussi un jour que la justice, les magistrats également, fassent un bilan pour nous dire de toutes les plaintes qui ont été introduites contre les journaux, combien ont abouti. Parce qu'il s'agit de ça. Il ne faut pas seulement se limiter et dire que il y a un problème de professionnalisme parce qu'on porte plainte contre un journal. Porter plainte contre un journal, ce n'est pas encore un problème. Non. Mais c'est quand, est-ce qu'il y a eu procès? Est-ce que quelqu'un, celui qui a porté plainte a gagné? C'est lorsqu'on fera le bilan, on va dire, il y a eu, pour le compte de l'année, il y a eu 10 journaux ont été traînés devant la justice et sur les 10, 9 ont perdu le procès et c'est prouvé que dans l'arrêt qu'ils ont vraiment perdu. Là, on peut crier au scandale. Sinon, la plainte, c'est d'ailleurs à encourager. Oui, c'est d'ailleurs à encourager. Et donc, je crois qu'il faut le faire parce que quand ça ne se fait pas comme ça, à un moment donné, ça donne l'impression que c'est comme si les gens narguent les autres. C'est-à-dire qu'on a des preuves. Parce que parfois aussi, quand vous fouillez, vous avez l'impression comme si il y a quelque chose qu'on cache. Celui qu'on indexe, peut-être que c'est pas lui, mais le fait est là. Ça peut permettre également de remonter, voir ce qui se passe exactement. Abi Alpha. Oui, par rapport à ce dossier du crois qu'il faut voir au-delà de... Quand vous regardez la façon dont le compte a été créé, les signaux qui ont été utilisés comme des symboles pour créer le compte, en essayant de camoufler la vraie identité du bénéficiaire, ça fait problème. C'est en cela qu'il ne faut pas voir quel est le montant qui est sur le compte. Quelqu'un va dire non, par rapport au scandale que nous voyons ici, là, que Ferdinand dérange les gens avec un petit compte qui n'abrite que 650 millions. Oui, 1 million d'euros. Je veux que vous comprenez quoi. Quelqu'un peut dire ça facilement, mais entre-temps, depuis la création... des milliards qui ont disparu exactement. ici, depuis la création de ce compte, à nos jours, qu'est-ce qui s'est passé sur ce compte-là? C'est ça, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce monsieur dont on parle, c'est quelqu'un qui a géré une des banques actuellement les plus tétraplégiques du pays. Une banque d'État qui a été créée pour que les industries minières de la place soient en bonne santé. Non seulement la banque a fait banqueroute, mais ces industries minières aussi sont dans un état... Je ne sais pas si vous comprenez quoi. Et que ce monsieur-là se retrouve avec des comptes extérieurs. Moi, je ne veux pas savoir combien il y a sur le compte. Mais pourquoi ce compte-là est codé? Pourquoi si moi j'ai de l'argent ici, j'ai gagné honnêtement? J'ai fait un business avec Eric que nous avons partagé un pactole que je préfère le garder au Burkina. Pourquoi est-ce que je dois le garder avec un prêtre si je peux justifier l'origine de mes avoirs? Vous n'êtes pas sans savoir que ce monsieur-là, il a géré une des banques les plus scandaleuses de la place. Une banque d'État. Les gens, je vous dis toujours que le plus d'ici, c'est comment faire les affaires, récupérer, avoir l'argent. Mais les gens ont traversé cette difficulté. On fait confiance à un étranger, on dit que toi c'est la banque, garde notre argent. Tu enlèves un peu pour toi dedans, tu as tes redevances, mais nous, notre argent en sécurité. Et toi, tu te débrouilles, toi qui gardes juste l'argent de la sueur des autres, tu te débrouilles pour faire faillite. Et ici, c'est pour l'État. Mais les gens ici, comme on a souvent eu l'habitude de vivre, ça ne fait ni chaud ni froid aux gens.
ils s'entrelacent dans les surfacturations parce que nos problèmes, c'est ça. Ici, j'ai rencontré un jour... Ça a été dénoncé par le chef de l'État. J'ai rencontré un jour ici une dame d'une institution internationale qui est venue sur un projet. Elle a présenté le projet, le devis. Celui qui l'a amené l'a demandé de quadrupler ça, de mettre ça par 4. Il dit non, que ça là. Il dit non, de faire ça. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Elle m'a dit dans un hôtel qui n'est pas loin de ton quartier ici. Je l'ai rencontré et elle me l'a dit. Donc, elle était obligée de multiplier le budget par 4 et ça a été payé. Cette dame, c'est une Canadienne. Donc, ce n'est pas tout que nous disions ici. Les surfacturations, c'est ça qui fait qu'on ne peut rien faire d'immense. C'est-à-dire l'argent qui peut construire un immeuble de 32 étages ici, au Bénin ou bien au Burkina, ne peut pas construire un rez-de-chaussée ici, à cause de la surfacturation. Et les gens font ça, ça ne dit rien, ça continue, on fait de l'à peu près, on fait des rues qui ne tiennent sur rien, et tout le temps, heureusement que ça n'arrive pas seulement qu'aux pauvres paysans, tout le monde emprunte les mêmes routes et que parfois nous partageons les conséquences, quoi. Oui, le cas d'Aléjo. Oui, exactement, le cas d'Aléjo et bien d'autres. Ferdinand. Non. Il y a aussi un autre sujet, ce que vous évoquez ce matin, c'est au niveau de la zone portuaire. Le port aujourd'hui sinistré. Oui. Le calvaire continue pour les usagers. Oui, je crois qu'il y a urgence. Il y a urgence il faut revoir la situation du port. À l'heure actuelle, je pense que si vous vous rendez au port tout à l'heure, vous ne pouvez même pas... Avec cette petite pluie de ce matin. Vous ne pouvez même pas rentrer. Et c'est un calvaire total pour tous les usagers. C'est-à-dire que les travailleurs, les gens qui viennent sortir les bagages, tout ça, vous ne pouvez pas... un port n'est viable que si... les voies d'accès sont bitumées, entretenues, tout ça. C'est pour ça que quand on dit nous avons le port le port en eau profonde du Togo, c'est des mots. Mais le port de Lomé ne peut être viable que si la voie qui permet de sortir les marchandises pour aller vers l'Interland, par exemple la route nationale numéro 1, est en bon état. Le port ne peut être viable que si les chemins de fer sont en bon état. Mais le port, pris seul comme ça, dans la nature, ne peut servir à rien si les voies pour sortir les marchandises ne sont pas viables. Aujourd'hui, pour aller au port, c'est un calvaire total. Et les opérateurs économiques en ont marre parce qu'ils ont attiré l'attention des autorités en vain. Il y a eu des réunions. À partir même du Grand Moulin ici, la zone de la CET du port, et jusqu'à le rond-point, dans l'enceinte du port, c'est la catastrophe. Et c'est à cet endroit que les gens ramassent tous les jours des milliards, qui sortent de l'argent, qui font des magouilles. Et là où eux-mêmes ils travaillent, ils ne sont pas capables d'entretenir ces endroits. Et le directeur du port, finalement. Mais le directeur du port, vous savez que c'est le plus grand cumulard de la République. Il a plusieurs postes, il arrive au port à 16h. Comment est-ce qu'on peut mais attends, je vous dis ce que les opérateurs... Mais il y a eu des réunions. On ne peut pas venir au boulot à 16h. Mais il arrive au port à 16h. Il signe quelques documents, il repart. Et les problèmes sont là entiers. Regardez les images. Oui. Si vous allez au port actuellement, les titans qui sont dépassés gardent partout et n'importe où. Et empêchent même d'autres de circuler. Et quand les gens protestent, les camionneurs disent que mais nous on paye de l'argent. Si vous ne voulez pas arranger chez vous, nous on s'en fout. Le Conseil national des Burkinabés, des chargeurs burkinabés, c'est plein. Et les Maliens, tous ceux qui sont là, les opérateurs économiques, il y a eu des réunions à la primature, des réunions partout. Rien n'a bougé. Moi je pense qu'à l'heure où nous sommes, il faut un nouveau management pour le port. L'amiral Adénion, c'est un marin, il a certainement fait de son mieux. Mais si vous voulez booster l'économie du pays, si vous voulez relancer les activités, il faut qu'à la tête du port, il y ait un management solide. Et il faut que tous les rues du port là soient bitumées, les parcs, tout ça, pour que... Mais ce marché avait été confié à quelqu'un. Pour éviter qu'à la moindre pluie... Vous vous rappelez ? Oui, pour éviter qu'à la moindre pluie, on ne soit pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et quand vous parlez du port, des rues, vous voyez le boulevard des Armées. Au niveau de Badago, cette rue est abandonnée. Il y a une portion de rue là-bas qui est abandonnée, qui crée un désordre inimaginable. Donc, quand nous parlons des rues, des routes, tout ça, on pense que nous faisons du mal à quelqu'un. Mais quand vous voyez comment les accidents se multiplient sur nos rues et que des gens meurent inutilement, des gens perdent la vie parce qu'on n'a pas le temps d'entretenir nos routes. On a vu ce qui s'est passé la dernière fois avec les proches d'une dame. Il y a même un général il y a un général qui a fait, la voiture d'un général qui a fait un accident. Le dimanche. Un accident grave, oui.
l'autre dimanche. On n'en parle pas, mais qui a fait un grave accident, toujours sur la route de Pierre là-bas. Et donc, quand vous êtes dans des situations comme ça et qu'on dénonce ce genre de faits, on ne le dénonce pas pour nous-mêmes, on le dit pour que la gouvernance soit améliorée pour le bien de tous les citoyens. Donc, la situation du port est totalement catastrophique, il faut la revoir rapidement. Fabrice, par rapport au port autonome de Lomé, c'est pas la première fois qu'on en parle quand même. Hein? Non, oui, je crois que c'est un drame au port autonome de Lomé, surtout par rapport aux voies de communication, les routes et autres, même parfois à quelque part les véhicules qui ont chargé parfois se renversent. Et on se demande, c'est quand même, ça faisait partie quand même de ce qu'on a appelé le poumon de l'économie. Et je crois qu'effectivement, il y a eu quelques temps, des marchés ont été attribués à des entreprises. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les déviations, on n'arrive pas à faire, ou c'est la crainte de bloquer les activités? Mais je crois qu'il faut vraiment faire quelque chose en ce qui concerne les routes au port, et parce que ça a un impact terrible sur au niveau de la clientèle. On ne peut pas aller payer des millions chargés et puis juste à la sortie que ça se renverse. Maintenant, par rapport au management du port, je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. C'est possible que le DG arrive là-bas à 16h, puisqu'il n'a pas que ça. Il n'a pas que ça à faire. Il a d'autres activités ailleurs, notamment au niveau de la mairie qui ferme à 17h ou 18h. Je crois qu'aujourd'hui, quel que soit son génie, il est temps quand même qu'on le décharge pour qu'il puisse s'occuper soit exclusivement de la municipalité, parce que là-bas aussi c'est un grand travail qui attend, ou alors il s'occupe rien que du port autonome de Lomé. Je crois que même il peut choisir quelqu'un lui-même et le faire nommer. Ça aussi, c'est possible. S'il veut garder la main sur les deux, il peut, en grand parrain, il peut trouver un filleul qui peut nommer au port ou à la mairie, et ça pourra passer. Mais c'est pas des institutions où il faut vraiment faire les choses, où on n'est pas totalement impliqué, on vient seulement par coup de fil et autres. Je crois qu'il faut vraiment qu'au port autonome de Lomé, ce soit quelqu'un qui s'occupe rien que du port et qu'un travail soit vraiment fait. Abi Alpha, on va fermer la porte. Pour terminer, je dis que c'est scandaleux ce qui se passe là-bas. Je vous dis qu'actuellement, le port autonome de Lomé marche sur des découvertes pour payer les agents. Ils ont démissionné les agents dans 2 banques, je crois bien Atlantic Bank et Ora Bank. Allez vérifier, vous allez revenir, peut-être qu'on va rouvrir le débat. Secondo, 80% des recettes douanières passent par le port. 80% des recettes douanières, ça passe par le port. C'est quel chiffre? Mais ça là, c'est plein. J'ai publié ça plusieurs fois ici. Parfois, tu peux aussi vérifier les rapports du FMI. Tu peux vérifier, c'est des informations qui datent de 4-5 ans par rapport au port. Et au-delà, je vous disais la dernière fois ici que Feu Yadama a beau être ce qu'il était, mais quand il était coincé financièrement de tous côtés, il utilisait Togo Télécom et le port pour payer les agents de l'État. Maintenant, vous voyez ce que ce port-là est. Mais Adénion, moi je ne l'accuse pas. J'ai dit, Adénion est là-bas, on signe des contrats, il ne sait pas. Je vous ai parlé de la société Balouda. Le jour où ça a été signé, Adénion ne savait pas. TVT allé, Adénion, c'est derrière ça nuit qu'on a signé ce contrat. Et on a demandé à la TVT de garder les images d'abord. De ne pas passer les images d'abord en attendant. Quand quelqu'un dirige une structure, une société d'État, une société d'État de souveraineté, et qu'on signe des contrats à des privés derrière son dos, mais quel miracle vous attendez? Actuellement, à partir du moment où on a charcuté le port, on a remis la capitainerie à quelqu'un, un Espagnol italien, on a remis une partie de la manutention à Bolloré et à RCT qui était un poisson de mer, un serpent de mer, on ne connaît pas la tête, on ne connaît pas la queue, on ne connaît pas le propriétaire. On a charcuté le port de cette façon, mais ça reste seulement un carrefour. Les gens en font ce qu'ils veulent, peu importe ce que les Togolais vont prendre comme conséquence. Merci beaucoup à Abi Alpha. On va s'arrêter là pour ce matin. Merci beaucoup à Abi Alpha, le patron du journal Le Rendez-vous. Fabrice Petiesi, le patron du journal Libéral, et Ferdinand Ité, le patron du journal L'Alternative. Messieurs, merci pour de passer un excellent week-end. Bon week-end. Merci à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance. Taxi FM.